Mesdames et messieurs les élus départementaux, mesdames et messieurs, je vous remercie, cher Dominique, et collectivement pour cette invitation, un an après le congrès de Rennes, dont je garde un très bon souvenir. Les échanges y avaient été déjà vifs, mais constructifs, et avaient montré que nous avons tout à gagner à travailler ensemble, tant sur votre financement que sur les politiques, bien sûr, que vous menez. Depuis un an, j'ai donc continué à parcourir le pays, à la rencontre des élus de terrain et de nombre d'entre vous. Je tenais d'ailleurs à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé chaque fois dans vos départements et pour votre engagement au service de vos territoires. Jean-Michel Blanquer l'a rappelé tout à l'heure, je vais le dire autrement, mais le département est né d'un besoin après la Révolution, celui de rapprocher les Français du pouvoir, tout en gardant un lien profond avec le territoire. Votre collectivité territoriale fait la synthèse, on ne s'est pas entendu avec Jean-Michel avant, mais fait la synthèse de la querelle qui oppose les anciens aux modernes. Elle est tout à la fois une part de notre histoire et un acteur majeur de notre avenir. J'en veux pour preuve la naissance, depuis votre dernier congrès, de la collectivité européenne d'Alsace. Fièrement alsacienne, forte de racines historiques puissantes, retrouvée après la fin de la région Alsace, et en même temps une collectivité adaptée à son environnement frontalier, européen, rhénan, collectivité portée par 2 présidents de conseils départementaux attachés à moderniser et à repenser les politiques publiques. Je suis heureuse d'évoquer avec vous cette réussite et cet horizon devant Frédéric, qui est ici présent. Et si j'en crois les réactions de certains d'entre vous, je pense qu'il faut toujours positiver le dialogue. Eh bien, ça nous redonne du moral dans une ambiance que j'ai entendue morose ce jour. Je vais donc aborder sans détour les questions financières et la réforme de la fiscalité locale, puisque je crois que c'est ce que vous attendez. Et je vais le faire dans un langage aussi direct et aussi franc que les interlocuteurs que j'ai déjà entendus et que j'ai bien sûr écoutés. Sur cette question, ayons l'honnêteté d'abord de faire une comparaison objective entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'ont connu les départements au cours des dernières années, lorsque... moi j'ai écouté, J'étais sénateur quand il y a eu un certain nombre d'épisodes politiques, quand certains voulaient les dévitaliser, je reprends l'expression, et avaient baissé les dotations de près de 30%. La DGF des départements est, vous le savez, maintenant stable depuis 2017 et sera reconduite en 2020. Cela représente, je le rappelle, 8 milliards d'euros par an. Concernant l'investissement, la DGE des départements a été modernisée cette année et transformée en DECID pour correspondre aux besoins en investissement sur vos politiques essentielles, sociales, collèges, voiries, etc. Ce sont des moyens de l'État mieux employés au service de vos politiques. À cela s'ajoute, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, un fonds doté de 135 millions cette année, 177 en 2020 et de 208 en 2021. Presque tous les conseils départementaux se sont engagés dans cette contractualisation. Je vous en félicite et nous nous en félicitons ensemble. Par ailleurs, les mineurs non accompagnés, les fameux MNA, là encore, nous avons progressé depuis 2 ans et je tiens à remercier Adrien Taquet, ici présent. Le fichier national, dit AEM, est déployé dans 74 départements. Il est opérationnel dans 51 d'entre eux, dont le Cher, Monsieur le Président,
Ce sera bientôt le cas dans 23 autres. Cet outil est puissant et utile, tant pour lutter contre l'immigration irrégulière que pour réduire l'impact financier des MNA sur vos budgets. Le Premier ministre a rappelé son attachement à ce qu'il soit déployé dans le plus grand nombre de départements. Et je remercie personnellement ceux qui l'ont fait pour leur sens des responsabilités. Le gouvernement aussi est au rendez-vous. Les mesures législatives nécessaires ont été adoptées sans atermoiement. Les textes réglementaires aussi. Des effectifs du ministère de l'Intérieur sont spécifiquement mobilisés pour assurer l'évaluation et le fonctionnement du fichier. J'ajoute que la participation financière, tant sur la phase d'évaluation que sur l'aval, une fois la minorité reconnue, a été concertée, pérennisée et sensiblement améliorée, cher Dominique. Sur la clé de répartition, je voulais en parler également puisque c'est une demande de votre association, sur la clé de répartition des mineurs isolés entre les départements, le gouvernement a pris position en faveur d'un critère de population totale et non pas du critère de population de moins de 19 ans. Nous l'avons proposé, nous serons attentifs à votre expression à ce sujet. La prise en compte des MNA, et j'en viens au pacte de Cahors dont vous avez parlé tout à l'heure, a d'ailleurs été un des enjeux de nos échanges sur l'une des mesures les plus structurantes pour les collectivités depuis le début du quinquennat. Contrairement à ce que prédisaient certains Cassandres, les résultats de ce dispositif innovant, responsabilisant, sont très positifs pour 2018. L'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement des 322 collectivités concernées par ces pactes financiers s'élève à seulement plus 0,4% pour 2018. Pour les départements, ces dépenses ont même baissé de près de 1% entre 2017 et 2018. Eh bien, et alors, je le dis. Eh bien, Monsieur Coste, je le dis haut et fort. Les retraitements ont été nombreux pour les départements, témoignant de la prise en compte de la situation particulière de vos collectivités. L'évolution des dépenses d'allocation individuelle de solidarité a été plafonnée à 2%. Celle des dépenses de MNA a été retraitée pour ne pas dégrader vos trajectoires de dépenses, tout comme les événements exceptionnels. Tous les départements, à l'exception de 3, ont respecté le plafond fixé par leur contrat ou arrêté. Et pour les départements proches du plafond qui l'ont dépassé, l'analyse des données montre que ce ne sont pas les dépenses sociales obligatoires ou les mineurs isolés qui expliquent le dynamisme des dépenses de ces collectivités. Cette année, le cadre demeure inchangé, mais nous aurons l'occasion de préparer avec vous la prochaine génération de contrats. J'en viens à la réforme fiscale proprement dite. Je connais la position de bon nombre d'entre vous. J'ai lu dans la presse, j'ai entendu vos motions. On m'a envoyé toutes les motions que vous avez faites. Et je vais donc rappeler que nous sommes dans une réforme nationale, bien évidemment. Et je sais que la redescente de la taxe foncière au profit des communes et son remplacement pour les départements par une fraction de TVA, j'insiste sur le mot fraction, est vue, je dirais, avec circonspection par certains, avec appréhension pour d'autres, et certains me l'ont dit, je le dis très simplement, avec satisfaction. Eh bien oui, très bien, mais je vous le dis parce qu'il y en a qui me l'ont dit. Je voudrais, mais permettez de dire ce que je veux dire. Je profiterai de l'occasion qui m'est ici offerte de m'exprimer devant vous pour faire part de ma conviction sur cette réforme que nous portons avec mes collègues du ministère de l'Action et des Comptes publics, bien évidemment. Avant toute chose, ce que le gouvernement défend
Et cela ne fait pas de mal de le rappeler. C'est une baisse d'impôts sans précédent de 18 milliards d'euros, soit en moyenne 723 € par foyer fiscal, grâce à la suppression d'une taxe parfois injuste, et surtout, nous le faisons sans création d'un nouvel impôt. Et oui, je voudrais m'adresser à M. Viola. Cette réforme concerne les Français. Et tous les Français, et donc toutes les strates, de collectivités territoriales. Car les citoyens, ils habitent certes dans une commune, mais ils habitent dans un département et dans une région. Et donc, je crois qu'on ne peut pas dire que cette réforme ne concerne qu'une partie des collectivités territoriales. Et je rappelle que c'est un engagement de campagne du président de la République. Ben oui, vous qui êtes tous des élus, et s'il vous plaît, vous qui êtes tous des élus, quand vous faites des engagements, quand vous vous présentez à une élection, je pense que vous les tenez. Eh bien, le président de la République a tenu sa parole pour les Français, et vous ne pouvez pas le reprocher au président de la République d'avoir tenu ses paroles. Alors, il n'y a pas, mon cher Dominique, de trou que nous ne saurions pas reboucher sans en créer un autre. C'est l'État qui compense in fine. Il le fera avec des ressources fiscales, sans aucune dotation budgétaire. Le schéma de compensation de la suppression de la taxe d'habitation est juste et adapté aux besoins des collectivités. Et le nouveau panier de ressources sera plus lisible pour le contribuable. La taxe foncière et ses évolutions ne sont pas compréhensibles pour ceux qui la paient, car il faut bien toujours considérer ceux qui paient les impôts. Quand 3 niveaux de collectivités votent des taux sur un même impôt, sommes-nous vraiment sûrs que le contribuable comprend exactement qui fait quoi? En compensant pour chaque collectivité l'intégralité des ressources perdues ou transférées, nous garantissons bien sûr le maintien de l'autonomie financière. Chaque département sera compensé par une fraction de TVA. Je dis bien une fraction de TVA, pas un montant. Donc une fraction calculée à partir des bases actualisées en 2020 et des taux de 2019, à savoir les derniers taux votés avant l'adoption de la réforme. Au total, cette compensation représente 15 millions d'euros. Percevoir une fraction de TVA, c'est tout l'inverse d'une dotation, parce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est une dotation. Ça n'est pas une dotation, c'est une fraction de TVA, c'est un impôt moderne et dynamique, et c'est une dotation, c'est un impôt pérenne. En plus, et c'est cela où je voudrais insister, en plus que l'on soit riche ou pauvre, je parle des départements, que la dynamique foncière soit importante ou faible, chaque département verra progresser de la même manière ses ressources chaque année. Et ça, c'est un avantage fondamental de la réforme de la fiscalité. Comparons d'ailleurs ce qui a été fait par le passé. Quand la part salaire de la taxe professionnelle a été supprimée en 1999, par quoi a-t-elle été remplacée? Par une dotation, par une vraie, c'est-à-dire sans dynamique de croissance. Quand en 2004, le gouvernement d'alors a transféré le RMI au département, quelle ressource a été attribuée? La TIPP, dont la dynamique était tellement faible que le Conseil constitutionnel a jugé nécessaire de rappeler que ce produit ne pouvait descendre en dessous d'un certain seuil. Alors, la question du niveau des ressources des départements, et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, je dois le dire et le reconnaître, Dominique, ce n'est pas l'actuelle réforme fiscale qui l'a suscitée ou aggravée. Cette question de niveau de ressources, d'ailleurs, ne se pose pas partout dans les mêmes termes. Votre constat qui a conduit à plus de solidarité entre vous et qui est, je dirais, quelque chose que je salue, bien évidemment. Nous le partageons et certains territoires sont confrontés à des dépenses contraintes auxquelles ils ne peuvent pas faire face de manière satisfaisante. D'autres bénéficient des ressources importantes en croissance. Je vais prendre les fameux DMTO.
Les chiffres provisoires des DMTO en septembre font état pour certains départements de progression de 30% par rapport à l'an dernier, soit des recettes prévisionnelles globales en hausse de près d'1 milliard d'euros. Je dis sans augmentation des taux, bien évidemment, puisque c'est bloqué et que c'est l'objet de la discussion entre le gouvernement et l'association des départements. Cette situation très contrastée et parfois difficile appelait un traitement particulier dans le cadre du projet de loi de finances. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai pu vous l'exposer lors de notre rencontre la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, cher Dominique, le Premier ministre a posé les principes d'une attribution d'une fraction de TVA qui soit supplémentaire, répartie de manière péréquée dès l'origine. C'est-à-dire qu'au fond, l'État fait une péréquation, comme vous la faites vous-même avec votre propre ressource, et elle permettra donc une surcompensation des départements de 250 millions dès 2021. Je dois vous dire aussi, pour faire l'actualité, que j'ai eu un SMS tout à l'heure, ça a été voté, l'article 5 a été voté à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Alors évidemment, qui dit fraction de TVA dit par ailleurs dynamique annuelle. Cette dynamique sera intégralement conservée par les départements. Et nous avons proposé qu'elle serve, je parle de la dynamique, hein, il y a 250 millions, et bien sûr ces 250 millions, comme c'est de la TVA, elles produisent une dynamique, donc elles produisent plus. Et nous proposons qu'elles servent à financer une clause de sauvegarde qui permettra d'apporter en urgence une aide financière aux départements qui feraient face à des crises locales. Cette proposition est d'ores et déjà traduite dans un amendement déposé par le gouvernement. J'ai souhaité que nous intervenions sans attendre au Parlement, mais il est évident que les prochaines semaines nous permettront d'affiner les critères de répartition de cette fraction de TVA supplémentaire. Cela permettra d'élargir et de pérenniser l'ambition du fonds de stabilisation que nous avons créé l'an dernier, si, bien sûr, vous le souhaitez. Et je le dis tout de suite, si nous nous trouvons un jour face à une crise systémique, comme François l'a évoqué tout à l'heure, qui toucherait notre pays et notre économie dans son ensemble, et ce que personne ici ne souhaite, bien évidemment, alors l'État prendra ses responsabilités, bien évidemment. Je dis que, Monsieur Viola, je vous vois secouer la tête, Monsieur Viola, dans le drame qui a frappé votre département, dont tout le monde se souvient, l'État a été présent. L'État vous a accompagné avec 80 millions d'euros. Car naturellement, la conscience républicaine, Monsieur Viola, elle est autant chez les responsables nationaux que chez les responsables locaux. C'est cela qu'il faut comprendre et que nous avons intérêt à travailler tous ensemble. Mais, Monsieur Viola, d'abord, il y a déjà une réserve, et vous le savez très bien, qui est gérée par le CFL. Vous le savez. Et nous souhaitons, bien sûr, que ce fonds ne soit utilisé que dans les cas d'urgence. Et nous espérons, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de multiplicité de drames dans notre pays. Mais en tout cas, nous sommes là. Ce qui est important, c'est les faits. Comme on dit, les faits sont têtus. Quant à la péréquation horizontale, qui complète ces dispositifs financiers, vous en êtes convaincu, je le sais, et tout à l'heure, François, moi je ne récupère pas du tout votre politique, n'est-ce pas? Je ne récupère pas du tout votre politique. Naturellement, c'est vous qui l'avez inventée, la péréquation horizontale. Le seul problème, c'est qu'il faut que ça soit dans la loi. Vous le savez bien. Il faut que ça soit dans la loi. Donc, on dit simplement, on va l'inscrire dans la loi, parce que c'est la volonté des départements. Moi, je n'en prends pas du tout, je ne cherche pas du tout à utiliser le bénéfice politique de cette œuvre de solidarité que font les départements, et je salue cette œuvre de solidarité des départements. La proposition, donc, a été naturellement accueillie très favorablement, et je vous confirme qu'elle donnera lieu à un dépôt par le gouvernement d'un amendement au PLF, après, naturellement, que nous en aurons partagé l'écriture avec vous. Tout cet édifice a été bâti pour donner au département des ressources dynamiques, prévisibles, mieux réparties
et permettant à ces derniers d'exercer leur mission. Alors pourquoi on fait tout ça, vous me direz? Parce que, je le répète, je pense que ça a évoqué un mouvement de siège. Et voilà, j'étais sénateur, moi, quand il a été question, et je comprends que les départements soient encore psychologiquement marqués, de supprimer les départements. Mais tout au long de leur histoire, les départements ont montré et fait la démonstration de leur utilité. Et je voudrais dire, c'est assez amusant d'ailleurs, que ceux qui avaient imaginé supprimer les départements, en découpant les régions comme ils l'ont fait, ils ont renforcé les départements. Et les départements, aujourd'hui, sont devenus incontournables dans la vie politique française. Et je dirais que la loi NOTRe, souvent décriée, pour d'autres raisons, a paradoxalement conduit à donner une visibilité plus grande encore à votre action en vous identifiant comme le garant des solidarités sociales. Au cœur de vos missions se trouvent donc les politiques de la vie des Français, la protection de l'enfance, le handicap, la dépendance. Ces politiques sont les reflets d'une société qui doit faire montre de solidarité entre les personnes et les générations. Votre rôle est donc fondamental. Et ma conviction, c'est que nous devons construire ensemble ces politiques sociales. Et bien évidemment, la stratégie pauvreté constitue, je crois, un bel exemple de méthode que nous avons fait par les pactes entre l'État et les collectivités. Nous avons besoin de travailler ensemble. Alors, j'ai compris que les pactes ou les contrats étaient un peu discutés, mais nous devons tout de même, en matière de politique du grand âge et de l'autonomie, comme en matière de protection de l'enfance et du handicap, nous devons renforcer de manière parallèle la décentralisation et la contractualisation. Il n'y a pas d'opposition entre le mot décentralisation et contractualisation. Et je voudrais ici citer, ça m'a fait très plaisir de l'entendre, tu l'as cité tout à l'heure, naturellement, Dominique, ton ami, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que j'ai écouté sur une grande radio nationale dimanche dernier, je crois, qui a déclaré « Je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler une nouvelle organisation des pouvoirs publics, la décentralisation, mais je dirais également la contractualisation avec les territoires. » Et Dieu sait si Jean-Pierre Raffarin est une référence, bien sûr, comme l'a été de faire dans la précédente étape de décentralisation. Le cours d'une existence n'est pas un jardin à la française technocratique, où par une heureuse coïncidence, il serait possible de faire correspondre chaque seconde de notre vie avec une compétence juridique. C'est la raison pour laquelle il faut contractualiser régulièrement. Les politiques sociales sont plutôt un continuum et nous avons le devoir collectif de joindre nos efforts et non d'agir chacun de notre côté. Et pour agir ensemble, il faut le faire sur des bases claires et acceptées, c'est le principe d'un contrat. Et sur les politiques décentralisées, un contrat, c'est librement négocié et librement accepté. Je crois également beaucoup dans la capacité des départements à faire évoluer les règles touchant à leur politique pour s'adapter aux réalités et aux besoins locaux. Pour cela, je souhaite que dans le projet de loi que je présenterai au premier semestre 2020, que nous puissions avancer en matière de dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivités dans les champs de compétences qui sont les leurs. Lors de notre première rencontre, j'ai d'ailleurs demandé à votre association de faire des propositions. Dernière rencontre. J'ai demandé à votre association de faire des propositions portant sur des exemples concrets de pouvoirs réglementaires nouveaux qui pourraient être confiés aux départements. Les communes ont bien un pouvoir réglementaire avec l'établissement des PLU et des SCOT et tous les documents d'urbanisme. On peut imaginer que d'autres collectivités aient un pouvoir réglementaire dans les compétences qui sont les leurs. Je ne doute pas, bien sûr, que vous aurez des idées. Et bien sûr, la concertation que je m'apprête à lancer en matière de décentralisation, de différenciation et de déconcentration est naturellement important. En la matière, je vous remercie pour vos propositions autour du New Deal départemental, piloté par Jean-Léonce Dupont, que nous sommes en train d'examiner et qui serviront de base aux discussions locales. Je connais, tu l'as rappelé Dominique tout à l'heure, vos attentes en matière de décentralisation. Elles ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes, toujours selon les départements, mais vous avez
envoyer par écrit des propositions. Je connais aussi vos attentes, tu me l'as dit de façon très prégnante, de travail horizontal entre niveaux de collectivité territoriale, et je le dis devant Renaud Muselier, qui va être le président des régions, mais pas que, et aussi les intercommunalités et les communes. Je partage donc ces points de vue, mais le travail est devant nous et va nous occuper les prochains mois, et notamment dans les 3 champs priorisés par le président de la République: logement, mobilité et transition écologique. Je vous confirme et je vous dis qu'il y a aussi d'autres champs qui ne sont peut-être pas cités dans ce que je viens de dire, mais rien n'est fermé. On peut aborder toutes les thématiques. C'est un travail qui concerne beaucoup de politiques publiques, beaucoup de ministres, mais aussi beaucoup d'acteurs de la société. Il faudra que nous avancions tous ensemble, et moi-même, j'ai un travail interministériel à faire très important. Enfin, j'en veux pour preuve le travail que nous avons mené tout à l'heure en Alsace, que j'ai rappelé, sur la différenciation. Alors, je vais terminer par cela. La différenciation, bien sûr, c'est inscrit dans le projet de loi de révision constitutionnelle, dont nous espérons tous qu'elle sera votée, car cela faciliterait l'exercice, bien sûr, de la différenciation. Mais même sans cela, et je le dis parce que c'est très important, sur la base de l'étude que vient de rendre le Conseil d'État, on voit qu'il est possible, à cadre constitutionnel constant, d'élargir l'expérimentation, et naturellement, je ne manquerai pas de l'inscrire dans mon projet de loi pour l'année prochaine. Bien sûr, je voudrais, Dominique, aussi te répondre sur l'histoire des CPER. J'ai entendu ces histoires de calendrier. Je voudrais dire haut et fort que le débat sur les CPER ne fait que commencer. L'horizon de la signature pour les CPER, c'est 31 décembre 2020. Donc nous avons tout à fait le temps de travailler ensemble. Et s'il y a eu, je ne sais pas quoi, des contraintes de calendrier, je le dis, la ministre en charge des CPER le dit, nous avons le temps de négocier avec les régions, bien sûr, et avec les départements et les autres collectivités. J'en profite pour dire à l'ensemble des présidents de conseils départementaux, ceux qui sont dans la salle et peut-être ceux qui m'écoutent à l'extérieur, c'est la première fois que l'État n'impose pas une maquette. C'est-à-dire qu'on dit, on ne dit pas en arrivant, voilà, on va faire telle politique, telle... Voilà. On laisse aux collectivités que sont les régions, en liaison avec les autres collectivités, le choix de choisir les thématiques qui sont sur leur territoire prioritaires. Et donc, ça veut dire que ça ne sera pas forcément les mêmes thématiques entre les régions. Et je précise que tout ce qui est transport est mis à part, et c'est Elisabeth Borne, enfin, c'est pas mis à part du CPER, mais ça sera, selon le mot que nous utilisons, encapsulé. C'est une discussion à part, parce que souvent, dans les CPER, le poids des transports était tel qu'il ne restait pas grand-chose pour les autres politiques. Donc nous voulons ouvrir et prioriser pour les régions certaines politiques. Voilà le projet de loi que je bâtirai par ailleurs pour l'année prochaine. Eh bien, je compte beaucoup sur votre participation pour faire du cousu main, comme j'ai dit. Hier, j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'étais au congrès des communes de montagne. Et c'était mon 142e déplacement en 2 ans. Je sais combien les élus sont investis sur le territoire. Je connais vos préoccupations, et vous le savez. Le travail que nous conduisons, et tout particulièrement Sébastien Lecornu, Julien de Normandie et moi-même dans ce ministère, montre, bien sûr, que nous sommes attachés à la réussite des territoires et, bien sûr, à la réussite des départements dans leur action. Certains disent ne pas avoir confiance en l'État. Je ne sais que ce n'est pas toi, Dominique. Mais, et quand on est là, j'ai des anciens ministres avec moi. Ils savent ce que veut dire l'État. Et ils savent la nécessité d'un État fort. Et ils savent aussi la nécessité de collectivités
forte qui travaille avec l'État. Eh bien, si certains disent ne pas avoir confiance dans l'État, sachez que pour ma part, j'ai toujours eu confiance en vous. Je vous remercie.